Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Retour d'une promotion sur le membership avec pour nos auditeurs. 2 nouvelles BRCC Recharge Éco à Saint-Donat. Plusieurs acteurs se réunissent sur la colline parlementaire pour parler de la norme sur la disponibilité des VE. L'Ontario offrira un tarif réduit d'électricité pour les opérateurs de bande de recharge. Sébastien Côté nous parle de où aller pour avoir de l'information de qualité sur les véhicules électriques. De l'autre côté de l'Atlantique, Cédric nous parle du full self-driving en Europe. Et en grande entrevue, on parle à des propriétaires qui ont acheté une Fisker Ocean malgré que la compagnie n'existe plus. Je trouvais que c'était un risque qui était quand même calculé, là, 35 000 pour un VUS de ce gamme-là. Je me suis dit, j'ai pris en plus une assurance valeur à neuf, je me suis protégé. Bienvenue à Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électrique du Québec. Eh bien, déjà, le dernier épisode régulier avant notre grand spécial de fin d'année. Ben oui, pour les nouveaux, ceux qui ne seraient pas habitués, parce que c'est maintenant rendu, je pense, c'est la 6e ou 7e année qu'on fait ça comme ça. Le dernier épisode avant les fêtes, c'est toujours un épisode spécial avec invité en studio où on fait le top 10 des événements marquants de l'année. Donc, notre prochain épisode régulier qui va être diffusé le 19 décembre prochain, donc dans 2 semaines, vous aurez ce spécial de fin d'année. On a plusieurs invités avec nous pour faire ce spécial-là. Et là, on va décortiquer c'est quoi, selon nous, les 10 événements à travers la planète et le Québec, évidemment, qui ont marqué l'actualité des véhicules électriques. Puis on sait qu'il y a eu beaucoup de rebondissements cette année, donc c'était riche en possibilités. On est arrivé là avec une dizaine de choix, on va vous les présenter. Évidemment, c'est très subjectif, hein, c'est notre opinion, mais vos 10 événements importants sont tout aussi valables que les nôtres, ceci dit, mais on a choisi, je pense, 10 événements qui ont vraiment marqué l'année 2025 en termes là, d'importance partout à l'échelle mondiale. On a également dans cet épisode-là la remise des prix du public, car on vous invite également toutes les années, vous, mon cher public, à voter pour différentes catégories sur des choix en lien avec des thèmes annuels. Donc, cette année, encore une fois, 4 catégories dans lesquelles, devrais-je dire, vous pouvez voter. La première catégorie, c'est la voiture électrique sortie en 2025, évidemment, de l'année. Donc, selon vous, quel nouveau modèle de 2025 c'est le plus démarqué? Vous avez également l'entrevue à Silence on roule qui était la plus marquante de l'année. Vous avez un choix, vous pouvez voter également. Vous allez pouvoir voter également pour le réseau de recharge au Québec qui s'est le plus amélioré en 2025. Et finalement, cette année, la question qu'on vous pose, c'est quel manufacturier traditionnel? Donc, on élimine là, les manufacturiers qui ne font que de l'électrique comme Tesla, par exemple, VinFast ou Polestar. Donc, quel manufacturier traditionnel a fait le plus pour se démarquer en termes de voitures électriques en 2025. Donc, on attend votre choix. Vous pouvez aller voter dès maintenant. Vous allez sur vote2025.silenceonroule.com, vote2025.silenceonroule.com ou simplement aller sur notre site web au silenceonroule.com et vous avez là une image qui vous indique là, que vous pouvez aller voter juste en cliquant dessus et puis vous allez l'atteindre directement. Vous allez pouvoir faire votre vote. Les résultats, donc les 4 gagnants, seront dévoilés lors de cet épisode spécial de fin d'année le 19 décembre prochain. Une autre bonne nouvelle pour nos auditeurs, c'est le retour de la promotion avec l'Association des véhicules électriques du Québec pour devenir membre à prix réduit. Donc, nos auditeurs qui veulent devenir membres et supporter l'association, vous avez un code promotionnel qui va vous donner, tenez-vous bien, 10 $ de rabais sur un abonnement or et 20 $ de rabais sur un abonnement platine. Donc, ça vaut vraiment la peine. Vous devez vous inscrire ou renouveler votre abonnement en entrant le code promotionnel
tout dans un mot, là, Noël SOR 25. Pour Noël, silence on roule 25. Donc, Noël SOR 25 et vous allez avoir automatiquement le rabais. Ça vaut la peine. Vous devez supporter votre association provinciale qui fait tant d'événements d'information, qui fait tant de représentations pour défendre et améliorer les intérêts des propriétaires de véhicules électriques au Québec. Donc, un gros merci à l'AVEQ pour cette belle promotion qui est de retour cette année. Alors aujourd'hui, encore une fois, un épisode très intéressant, très bien meublé avec une chronique pour débutants avec notre ami Sébastien Côté. On a également une magnifique chronique de l'autre côté de l'Atlantique avec notre collègue Cédric Ingrand qui nous parle un peu d'actualité, ce qui se passe de bon en Europe par les temps qui courent. Et en grande entrevue, aujourd'hui, on a des propriétaires de la défunte, on doit le dire comme ça, dans le fond, Fisker Ocean. Donc, on sait que la compagnie Fisker a fait faillite il y a quelques temps, mais plusieurs personnes ont bravé. Donc, certains l'ont acheté juste avant la faillite, d'autres l'ont acheté après la faillite en sachant que le véhicule là, serait forcément plus couvert par soit une garantie ou en tout cas l'entreprise elle-même. Et là, on parle à des gens qui ont acheté ce véhicule-là et qui nous parlent du fait qu'ils sont très contents, très satisfaits de leur véhicule. Et il y a également une organisation, je dirais, parallèle qui s'est mise en place, des ingénieurs, des programmeurs qui ont décidé que malgré que la compagnie n'existe plus, eux prennent en charge le développement, les avancées, les améliorations, l'entretien de ces véhicules-là. Il y a même un garage au Québec là, qui se spécialise pour les entretenir et les réparer. Vous allez entendre tout ça dans quelques instants. Mais sans plus tarder, je vous propose d'aller écouter tout de suite les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Papillon Infrastructure Nature, gestionnaire du réseau Recharge Éco de IGA et le magasin, devrais-je dire, IGA de Saint-Donat ont annoncé la mise en service de 2 nouvelles bornes de recharge rapide dans la municipalité. Ces installations renforcent l'accès à la solution de recharge moderne et pratique pour les conducteurs de véhicules électriques de la région. Avec cette addition, le réseau Recharge Éco IGA atteint maintenant 150 ports de recharge répartis dans les stationnements de 62 supermarchés IGA au Québec et au Nouveau-Brunswick. Une croissance soutenue qui témoigne de la volonté du réseau de s'imposer comme un acteur incontournable de l'électromobilité dans l'est du pays. La colline parlementaire a été particulièrement active dans les dernières semaines, alors que plusieurs comités de la Chambre des communes se réunissaient pour examiner différents dossiers majeurs, entre autres l'environnement. Et on a particulièrement parlé de la norme de disponibilité des véhicules électriques qui a un avenir incertain. La norme dont l'entrée en vigueur est prévue l'an prochain est maintenant suspendue et demeure au cœur des discussions au comité de l'environnement durable. Et plusieurs députés ont entendu des représentants de The Atmospheric Fund, Électro-Fédération Canada, Équiterre, l'Association des véhicules électriques du Québec, Global Automakers of Canada et Propulsion Québec. Ces consultations avaient pour but d'éclairer la suite du processus de revision de la norme et son impact potentiel sur l'industrie ainsi que les consommateurs.
C'est en janvier prochain que Nissan devrait enfin lever le voile sur une nouveauté attendue depuis longtemps, une version hybride rechargeable de son populaire Rogue. Mais attention, en regardant de plus près, on remarque rapidement que ce Rogue-là n'est pas tout à fait un Rogue comme les autres. En fait, il repose en grande partie sur le Mitsubishi Outlander PHEV. Et oui, le partenariat entre Nissan, Mitsubishi et Renault continue de porter ses fruits, cette fois avec une application très concrète, le Nissan Rogue PHEV doté de 3 rangées de sièges, reprenant plusieurs composantes clés du Outlander PHEV, un modèle déjà bien établi au pays. Sans surprise, la motorisation du Rogue Plug-in Hybrid 2026 reprend quelques éléments du Mitsubishi, dont un moteur 4 cylindres 2,4 litres, 2 moteurs électriques et une batterie de 20 kWh. Au total, cet ensemble devrait offrir 248 chevaux ainsi que 332 livres par pied de couple. Des chiffres qui placent le Rogue PHEV en bonne position face à des concurrents dans le segment des VUS intermédiaires électrifiés. Excellente nouvelle pour l'industrie du camionnage. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonathan Julien, et le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, le ministre responsable de la stratégie maritime, M. Bernard Drainville, annoncent la réouverture très attendue du programme Éco-camionnage doté d'une enveloppe de 145,4 millions de dollars pour les 3 prochaines années. Avec la reconduction de ce programme, le gouvernement démontre sa volonté à poursuivre la mise en place des mesures visant l'électrification et l'amélioration de l'efficacité énergétique dans l'industrie des transports routiers et des véhicules de service, ainsi que de soutenir l'industrie et la gestion des GES. Le programme bénéficie donc d'un budget de 145 millions pour la période de 2025 à 2028 dans le cadre du plan de mise en œuvre 2025-2030 du plan pour une économie verte, dont le financement provient principalement des revenus générés par le marché du carbone. Depuis 2021, c'est 105 millions de dollars qui ont été octroyés à différentes entreprises dans le but de les soutenir dans leurs projets d'électrification. Plus de 3700 projets. Et les aides financières se répartissent dorénavant en 3 volets, soit le volet 1 qui est l'acquisition des technologies, donc les véhicules lourds, fourgonnettes électriques, vélos cargo à assistance électrique, volet 2 qui est l'acquisition des véhicules lourds et électriques d'occasion, et volet 3, les projets de logistique. L'Ontario Energy Board introduira à compter de janvier 2026 un tout nouveau tarif réduit spécialement conçu pour les opérateurs de réseaux de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques. Ce tarif de recharge pour véhicules vise à mieux refléter les profils de consommation uniques des stations de recharge et encourager le développement du réseau de recharge. En effet, jusqu'à présent, les stations de recharge publiques étaient facturées selon les mêmes modalités de transmission électrique des entreprises du secteur commercial général, même si leurs besoins énergétiques sont très différents. Les bâtiments commerciaux classiques consomment l'électricité de façon régulière et prévisible. À l'inverse, les bornes de recharge tirent une très grande puissance pendant une courte période de temps, puis ne consomment presque rien lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Comme l'explique le directeur des politiques chez Switch Canada, la structure tarifaire actuelle est issue d'un modèle de pensée pour les petits bâtiments commerciaux ou industriels. Elle ne reflète pas du tout la nature sporadique et concentrée de la recharge électrique. On propose donc avec ce nouveau tarif une réduction à 17 % du tarif de base normal. C'est-à-dire que si, par exemple, un client consommait pour 100 $ le kilowatt, une borne publique sera admissible à 17 $ le kilowatt seulement. Cette réduction considérable permettra de diminuer les coûts d'exploitation, surtout dans les régions où l'adoption du véhicule électrique progresse plus lentement. Plusieurs conditions sont à respecter toutefois pour avoir accès à ce tarif. Posséder au moins une borne de recharge rapide, bien entendu. Démontrer que 90 % de la demande de pointe mensuelle provient de la recharge des véhicules électriques. Présenter une demande de pointe entre 50 et 5000 kW et avoir un facteur d'utilisation annuel de 20 % ou moins, ce qui signifie que les stations soient utilisées 20 % du temps ou moins. Donc, les stations très utilisées ne pourraient pas obtenir ce tarif étant donné qu'elles en ont vraiment moins besoin pour devenir rentables. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on Roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com.
La chronique « Par où commencer ?» est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca. Par où commencer? Avec Sébastien Côté. Sébastien Côté, bonjour. Bonjour, Martin. Ça va bien? Oui, très bien. Good. Écoute, une petite chronique pour parler de l'information, de l'accès à l'information et de la qualité de l'information qu'on réussit à avoir sur les voitures électriques. Les gens essaient de se renseigner, veulent peut-être faire un achat. Là, on approche du temps des fêtes, on commence à penser peut-être à une nouvelle bagnole qu'on veut s'acheter soit avant Noël ou soit en début d'année prochaine. Et puis, on se renseigne. Puis, à un moment donné, on entend plein d'informations, pas toujours alignées l'une avec les autres. Et on ne sait plus à qui faire confiance. Est-ce qu'on doit se fier aux chroniqueurs automobiles traditionnels? Est-ce qu'on doit se fier aux vendeurs de voitures électriques? Qu'est-ce qu'on fait quand on veut se renseigner, mais qu'on veut être certain d'avoir de l'information juste et digne de confiance? Oui, bien, c'est ça. Maintenant, il y a quand même plus de sources qu'on avait auparavant parce que, veut pas, chroniqueurs et concessionnaires et tout ce beau monde-là, maintenant, doit emboîter le pas. Mais on a souvent un rappel de plusieurs médias, là, aussitôt que le sujet de l'auto électrique est quand même un sujet polarisant. Là. Aussitôt qu'on peut dénigrer quelques affaires, bien, on en profite, on saute dedans à pieds joints. Oui, puis c'est un peu, je te dirais, à la base de ce questionnement-là, c'est-à-dire que puisque les médias traditionnels ont tendance à pas toujours donner une bonne presse aux voitures électriques, on se dit, ben, quand ces mêmes médias-là nous fournissent des chroniques d'information, est-ce qu'on peut se fier à l'information qui nous est donnée? Est-ce qu'il n'y a pas un biais négatif de l'information qui nous est transmise? Je pense que c'est normal de se poser la question, tout de moins. Oui, normal. Puis c'est peut-être pas nécessairement d'avoir un biais négatif, là, mais c'est le côté, c'est que c'est aléatoire. C'est inégal. Des fois, on va avoir des articles qui vont soudainement être intéressants, factuels. Puis là, après ça, ben, on va arriver dans quelque chose juste pour un peu plus démolir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs sources disponibles à quoi on peut se fier, de ne pas juste se fier à une seule source. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que le Québécois moyen avait pris l'habitude d'écouter les chroniqueurs automobiles de confiance, des Jacques Duval de ce monde, à qui parlaient dans plein d'émissions, spécialisées ou non, venaient faire des chroniques de véhicules. Ils nous présentaient des véhicules avec de l'information pertinente, une bonne compréhension de l'écosystème là, de la voiture thermique. Quand la voiture électrique est arrivée, c'est peut-être une impression que je me fais, mais j'ai comme l'impression que plusieurs journalistes ou chroniqueurs automobiles se sont mis à analyser ou interpréter la voiture électrique avec les mêmes critères de comparaison que la voiture à essence et souvent faisaient des parallèles boiteux qui laissaient transparaître le fait qu'ils ne connaissaient pas beaucoup la voiture électrique, quoi tout de moins, qu'ils ne l'utilisaient pas sur une base quotidienne. Donc, quand on connaît ça, on s'en rend compte et puis ça a pour effet, évidemment, de miner un peu la crédibilité de ces gens-là. Mais monsieur, madame, tout le monde ne le sait pas toujours et pourrait tomber dans le panneau. Oui, effectivement. Puis souvent, il y a certains chroniqueurs là, qu'on aime. Là, veut pas, on s'est habitué à certains chroniqueurs, puis ils ont une grande audience, puis on va se fier beaucoup à ces gens-là. Donc, dû au message qu'ils vont passer, bien, si le message est moins bien donné, bien, effectivement, ça va toucher beaucoup de monde. C'est ça qui est un peu dommage. Il faut dire quand même, soyons honnêtes, Sébastien, il y en a des excellents. Hein? On n'est pas en train de dire que tous les chroniqueurs, journalistes automobiles ne sont pas bons, loin de là. Il y en a des très bons. Il y en a de plus en plus qui connaissent ça. Oui. Mais au fil des années, on a quand même eu droit à de mauvaises... On a fait face à certaines mauvaises expériences, toi et moi, où dans certains cas, on a même dû faire des interventions publiques pour être capable de démontrer ou de démentir certaines choses qui étaient avancées. Oui. Les chroniqueurs automobiles et les journalistes automobiles, c'est une source d'information. On a parlé tantôt des concessionnaires. Eux aussi, aux premières heures de la voiture électrique, très peu adhéraient à la voiture électrique. Donc, c'était facile de la dénigrer quand on n'y adhérait pas. Maintenant, on dit, comme on dit,
la roue, la boule a commencé à dévaler la montagne et à grossir. Et là, je pense que tout le monde se rend compte que c'est inévitable, on s'en va vers là. Donc, de plus en plus doivent en vendre et doivent être capables de donner de l'expérience, parler d'expérience de la conduite électrique. Mais est-ce qu'ils sont mieux qu'avant, moins bons qu'avant? Est-ce qu'on peut s'y fier? Oui, on peut s'y fier. C'est sûr qu'il faut bien les choisir. Je vois certaines personnes aussi qui ont été quasiment toute leur vie à acheter du même concessionnaire. Une question de fidélité. Il y a quand même une grande fidélité qui va se faire là-dedans, que ce soit la marque, mais aussi le concessionnaire. Le concessionnaire avec qui vous faites affaire n'a peut-être pas suivi le pas à la même vitesse, mais il en existe. Fait que peut-être que là, il va falloir que vous changez vos habitudes pour aller vraiment pour chercher une expérience de magasinage du véhicule électrique qui se fait différemment que le véhicule à essence. Fait qu'il faut être bien encadré, ou ce que le conseiller ou le vendeur va prendre le temps vraiment d'expliquer le véhicule électrique. Ouais. Il y a aussi un phénomène qui est tout à fait naturel, qui est celui que le vendeur de véhicules électriques, le vendeur de véhicules, de voitures en général, lui reçoit sa commission lorsqu'il y a prise de possession du véhicule par le client. On a été longtemps dans l'histoire du véhicule électrique où il y avait très peu de voitures électriques de disponibles. Donc, un vendeur qui vendait une voiture électrique devait attendre des mois avant que la voiture soit disponible pour le client, donc devait attendre des mois avant d'avoir sa commission. C'était beaucoup plus facile de dénigrer un petit peu au passage la voiture électrique puis d'aligner son client vers une voiture thermique disponible dans la cour pour être capable de faire une vente immédiate et d'avoir la commission rapidement. Les temps ont changé, il y en a disponibles des voitures électriques maintenant, donc ils peuvent conseiller adéquatement puis diriger le client vers la voiture électrique qu'il veut et obtenir la commission. Donc, on sent un peu moins cet effet de diriger le client vers une voiture à essence en brandissant des épouvantails, comme on voyait beaucoup avant. Oui, exactement. Puis même peut-être faire changer d'idée le client qui rentre avec vraiment une idée de s'en aller vers l'électrique, mais qui ne l'aura pas. Mais une petite anecdote, j'ai un ancien collègue de travail qui rêvait de sa BMW à essence. Il est reparti avec une i4. Oh! Donc, il a voulu aussi une électrique, mais il aurait été préféré l'essence. Mais le côté, il y avait une histoire de taux de financement, de disponibilité et tout ça. Puis, finalement, je pense que c'est ma seule histoire que j'ai que la personne a fait l'inverse de ce qu'on voit. Ouais. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. On parle de concessionnaires, on parle de chroniqueurs automobiles, mais il y a d'autres sources d'informations aussi. Sébastien, j'aimerais que tu nous en parles. Oui, le but, ça va être de trouver des ressources qui vont être assez neutres sur le sujet. Donc, un concessionnaire, vend des véhicules, des chroniqueurs, ils ont peut-être des opinions des fois pointues, mais les meilleures sources que vous pourriez avoir, là, ça va être des propriétaires de véhicules électriques avec qui vous avez confiance, des gens qui vont rester relativement neutres par rapport soit à un modèle. Ils vont être plus axés sur le conseil qu'on va donner de rouler électrique versus rouler à essence. Donc, on peut penser, mettons, à l'AVEC, justement, qu'on a des bénévoles qui vont être disponibles sur le terrain. Ils ont de l'expérience générale. Ils ont souvent eu plus qu'une marque de véhicule électrique. Puis, on ne prêche pas pour une marque en particulier. Non, puis le bénévole ne retire pas de bénéfices financiers ou autres que vous preniez une marque ou un autre. Donc, il peut très bien vous faire essayer son véhicule à lui d'une marque X, mais à vous écouter parler puis à comprendre vos besoins, vous diriger vers la marque Y, parce qu'ils jugent que c'est la marque Y qui répond le mieux à vos besoins. Oui. Puis c'est des gens qui n'auront pas de gêne aussi là, à parler des bienfaits aussi, puis les certains points qui pourraient être peut-être un désagrément pour certains types de clientèle. On les connaît, nos véhicules, puis il n'y en a pas un de parfait. Donc, je prends moi pour mon cas, mais je ne me gêne pas pour dire, là, mettons que l'espace dans la Polestar n'est pas fameux pour certaines personnes. Donc, à ce moment-là, quand les visiteurs viennent nous voir et qu'on est capable de sortir des points plus négatifs de notre propre véhicule, là, ils ont vraiment confiance en nous aussi. Oui, on ne fait pas juste miroiter les beaux côtés. Exact. Parce qu'il y a des beaux côtés, mais il y a des éléments aussi moins beaux parfois, puis il faut être capable de le dire. Puis quand on ne retire pas de bénéfices financiers à donner cette information-là, on est tout à fait libre de donner l'information, autant les bons que les moins bons côtés. Donc, l'Association des véhicules électriques du Québec, une façon très intéressante de se renseigner, d'avoir une information qui est neutre, qui n'est pas liée à aucune marque, puis avoir les bons et les mauvais côtés.
les recherches sur le web, faire ses les gens ont tendance maintenant d'aller se renseigner sur le web. C'est une bonne façon ou c'est pas une bonne façon? C'est une bonne façon si vous allez visiter les bonnes places. Parce que l'idéal, ça va être d'avoir consulté des sites là, avec vraiment de l'information factuelle, vérifiée, puis qu'on n'ait pas un parti pris vers plus une tendance 100% électrique versus un 100% essence, puis parce que le but n'est pas de dénigrer une technologie ou l'autre, mais d'aller sur des sites où vous savez que vous allez avoir de l'information juste. Écoute, merci beaucoup pour ces conseils-là, Sébastien. Puis je pense que c'est un peu ça l'objectif de cette chronique-là, de donner aux gens qui sont un peu nouveaux là-dedans les bonnes règles d'information. T'écouter avec ta chronique par où commencer, Silence son rôle, est également une bonne source d'information. Oh, oui, merci. Oui. Je vous rappelle au passage que si vous allez sur le site web de l'Association des véhicules électriques du Québec, aveq.ca, et que vous allez dans l'onglet Guide en haut, vous avez accès à toutes les chroniques par où commencer. Donc, c'est des capsules pour débutants. C'est écrit capsules pour débutants. Et vous avez accès à toutes les capsules par où commencer de Sébastien. Très bon point de départ pour avoir une information juste et de qualité. Si on veut te rejoindre, Sébastien, on fait ça comment? Par courriel, sébastien.côté@silenceonroule.com. On se revoit pas avant les fêtes. Joyeuses fêtes à toi et ta famille, puis on se reparle en 2026, mon cher. Merci bien, pareillement à toi. Ciao. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydro-Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro-Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Je me rappelle d'une discussion il y a déjà, mon Dieu, peut-être quelques années, peut-être 3 ans, 4 ans. On voyait venir différents nouveaux modèles de véhicules et puis il y avait la Fisker Ocean. Puis je me rappelle très bien d'avoir dit à des collègues, elle m'intéresse cette voiture-là. C'est une des voitures que j'envisage peut-être faire l'acquisition dans les prochains mois, prochaines années. Pour un paquet de raisons, ça ne s'est pas concrétisé. C'est une voiture qui a vu le jour, mais malheureusement, la compagnie a disparu pas longtemps après le lancement du véhicule. Mais il y a des gens qui avaient acheté le véhicule, puis il y a des gens qui l'ont réacheté après pour plein de bonnes raisons. Et puis, on a la chance d'avoir avec nous en ondes quelques propriétaires de cette voiture-là. Donc, on a Stéphane Montreuil, Éric Côté, François-Xavier Andrieux, ainsi que Luc Garand. Vous 4, messieurs, bonjour. Ben, pas vous 4, vous 5, j'en ai oublié un. J'ai oublié Monsieur Montreuil, également Stéphane Montreuil, bonjour. Donc, vous 4, Stéphane Montreuil, Éric Côté, François-Xavier Andrieux et Luc Garand, vous 4, bonjour. Merci d'être là. Je vais commencer par Stéphane. Stéphane, toi, depuis combien de temps tu as ta voiture, ta Fisker? Ça fait 1 an. 1 an. Et est-ce que tu avais d'autres voitures électriques avant? J'ai eu 2 Tesla. OK. Donc, ça fait suite à 2 Tesla. Donc, tu es habitué avec des belles voitures, avec belle technologie embarquée. Donc, c'est pas de quoi de nouveau pour toi. Toi, Éric, est-ce que ça fait combien de temps que tu l'as? Moi, je l'ai, ça fait fin janvier 2024. Donc, je suis un des premiers à l'avoir reçu ici au Québec. OK. Puis, est-ce que c'était ta première voiture électrique? Non, c'est ma 3e. Et une Mustang Mach-E, puis j'ai une Ioniq 6. OK. Excellent. François-Xavier, toi? Moi, je l'ai depuis avril 2024. OK. Puis avant ça, j'avais eu un Kia Soul électrique puis un hybride branchable Ford. OK, excellent. Puis Luc Garand, je tiens à dire que Luc est également le copropriétaire de Garand Pneus et Mécanique et vous en possédez 2. Ta conjointe en a une, puis toi, tu en as une en Courtoisie au garage, c'est ça?
Oui, ma femme en a acheté une en 2024, là, en mois de mai, je pense, juste avant que la compagnie ferme. Puis moi, j'en ai acheté une d'un autre propriétaire là, aux vacances là, cet été là, que je fais une courtoisie avec au garage. Okay. Je tiens à dire, puis on va en parler dans les minutes qui suivent, que Luc, à son garage, assure l'entretien de ces voitures-là, même si la compagnie n'existe plus. Là, d'ailleurs, tous mes invités ici connaissent bien Luc parce que Luc et son équipe là, se sont donné comme mission d'offrir du service, de l'entretien, de la réparation sur ce véhicule-là, malgré les contraintes qui peuvent venir avec le fait que l'entreprise n'existe plus. Je veux quand même savoir, quand vous avez fait l'acquisition du véhicule, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce véhicule-là? Particulièrement, je parlais à Stéphane, tu avais une Tesla avant, tu avais déjà une belle voiture technologique. Qu'est-ce qui t'a fait changer vers la Fisker? Moi, c'est là que je la suivais depuis déjà 2-3 ans. Je la voyais venir. J'étais même prêt à l'acheter dans le temps. Il l'annonçait un prix que ça allait être peut-être dans 90 000. Mais je pensais qu'elle allait être mise sur le marché. Je la voyais, il la présentait sur Facebook. Puis je suivais ça. Puis à un moment donné, j'ai eu l'opportunité après la faillite. J'ai vu ça paraître. Puis là, il s'en est vendu des neufs. Puis je trouvais que le rapport qualité-prix, c'était très intéressant. Je me suis lancé là-dedans puis j'en ai acheté une. OK. À date, je suis vraiment content. Là. Ben oui, ben oui. François-Xavier, toi, quand tu as acheté la tienne, est-ce que la compagnie existe encore? Là? Je ne me rappelle pas la date que tu m'as dit tantôt. Oui, moi je l'ai eu au mois d'avril, mais oui, la compagnie existe encore. Moi, je l'ai acheté directement de la compagnie. Mais pareil, c'était les ventes juste avant la faillite, ils ont fait des rabais qui étaient quand même assez importants. Ouais. Moi, je n'étais pas tout à fait prête à changer de véhicule, mais quand j'ai vu les rabais qu'ils faisaient, puis ce véhicule-là m'a intéressé, j'ai franchi le pas et je l'ai acheté parce que le prix était vraiment très intéressant pour ce qu'on a comme véhicule. Oui, bien sûr. Éric, toi, quand tu l'as acheté, est-ce que la compagnie existait? Oui, la compagnie existait. Moi, je suis comme dit un des premiers à l'avoir eu au Québec. Je l'ai acheté, moi, à plein prix. Donc, quand je l'ai reçu, j'avais le modèle extrême parce que je ne m'étais pas lancé au niveau de la One à ce moment-là. Puis quand c'était le temps de prendre la possession, ils m'ont offert une One en remplacement de la extrême, parce qu'il avait pris le même équipement, sauf qu'il y avait plus d'options qui venaient avec l'achat, mais finalement, je n'ai pas pu l'utiliser, ces options-là, ces avantages-là. Non. Avec la faillite. Là. Ben oui, on comprend. Stéphane, quand tu as fait le choix, est-ce que tu le fais en disant advienne que pourra, ou tu savais, ou tu avais déjà eu des discussions qui te laissaient croire que malgré la disparition de la compagnie, tu risquais pas d'avoir de problème à posteriori? Ah, j'ai fait un guess, là. J'ai pris un risque. Mais je trouvais que c'était un risque qui était quand même calculé, là, 35 000 pour un VUS de ce gamme-là. Je me suis dit, j'ai pris en plus une assurance valeur à neuf. Je me suis protégé pour la voiture. Fait que non, à date, je suis juste surpris. Là. C'est juste qu'il y a des petites choses qui m'agacent des fois, mais avec Luc, vraiment, ça me rassure. C'est le côté rassurant de mon guest. Là, mon guest, il est plus rassuré. Puis ils sont vraiment gentils là, à Victoriaville. Fait que vraiment. Tu m'ouvres une belle porte, puis venons-en, Luc, parce que s'il y a un point commun, parce que j'ai parlé à beaucoup de gens là, en préparation de l'entrevue. Puis le nom de Luc sort tout le temps. Là, je pense qu'on l'a dit tantôt, là, Luc et son équipe s'est donné comme mission d'offrir du service. Et je pense que il en est probablement conscient, mais au-delà du bon travail que Luc fait sur les véhicules, je pense que Garant Pneus Mécaniques est une très grande source de sécurité pour les gens qui ont cette voiture-là. Donc, ça les rassure beaucoup, les gens. Comment t'en es arrivé là, toi, Luc? Est-ce que tu avais le véhicule avant la faillite? Est-ce qu'un coup que la faillite... Comment tu t'es impliqué en tant que... dans ton travail là, face à cette compagnie-là? Quand ma femme a acheté sa Fisker, la compagnie n'était pas en faillite, mais était en difficulté financière. On le savait là, qu'il risquait de faire faillite s'il n'était pas racheté. Par contre, ma femme, elle avait une décapotable, elle avait une Chevrolet Volt. Fait qu'on s'est dit, on vend les deux autos, puis on achète celle-là, avec son mode California, avec son grand toit, puis le prix, comme on disait tantôt, avec les rabais, ça revenait à un prix d'une Chevrolet Bolt. Fait que, le risque n'était pas tellement gros. Ma femme a fait tout le travail, fait que elle prend pas de temps son auto. Puis moi, avec le garage, j'ai déjà plusieurs voitures de courtoisie. Fait qu'on s'est dit, même si ça brise, c'est pas grave, c'est pas réparé tout de suite. J'ai déjà des autos à y prêter. Puis elle a fait le télétravail, fait que nous autres, l'enjeu n'était pas si important.
Puis lors de la première rencontre qu'on a eue avec d'autres propriétaires de Fisker, j'ai connu un programmeur qui travaille beaucoup pour la FOA, là, la Fédération, l'Association des propriétaires de Fisker. C'est le même qu'on est venu à bout travailler au garage. Il y a Guillaume là, qui travaille beaucoup pour l'association. Fait que là, c'est lui qui est venu au garage. Quand il y avait des autos qui avaient des problèmes, il disait « OK, amenez-le à Victoriaville ». Puis lui vient passer du temps bénévolement la fin de semaine avec moi. Puis ensemble, on vient à bout de trouver les problèmes. Fait que je te dirais que l'association là, des propriétaires de Fisker, là, ils travaillent beaucoup pour développer, pour améliorer l'auto, puis pour trouver des pièces. Puis ça, c'est très, très, très rassurant. Ouais. Luc, pour moi, une voiture des années 2025, là, ça se caractérise par deux choses, c'est-à-dire que tu as l'aspect mécanique qui a toujours existé, donc des pièces là, en métal ou peu importe, qu'il faut parfois changer, que ce soit des freins ou bon, des pièces mécaniques, ça c'est une chose. Et il y a tout un volet programmation, c'est-à-dire que les voitures, c'est des ordinateurs maintenant, donc ils ont des fonctionnalités qui peuvent être activées, désactivées, des mises à jour qui vont rajouter des fonctionnalités. Donc, dans le cas de Fisker, et je te pose la question, là, les deux volets de ma question du même jet. Un, comment vous faites pour une pièce, par exemple, que la pièce a été designée pour Fisker, puis là, elle est brisée, puis il faut la changer, ou vous vous approvisionnez pour la pièce? Ça, c'est le premier volet de ma question. Puis le deuxième volet de ma question, c'est est-ce que vous réussissez à faire des modifications logicielles qui vont bonifier, améliorer ou changer des fonctionnalités dans le véhicule? Oui, exactement. Pour les pièces, à date, en tout cas, c'est jamais arrivé qu'on n'a pas trouvé de pièces. Il y a quand même beaucoup de pièces usagées. Il y a quand même des Fisker qui sont accidentés au Canada, aux États-Unis. Puis il y a des compagnies qui ont acheté des Fisker à rabais, puis flambant neuf, puis ils ont tout démonté pour les pièces. Fait que ça fait plusieurs pièces usagées que j'achète. Puis à date, on n'a jamais eu de problème. Puis côté programmation, on est chanceux parce qu'il y a plusieurs propriétaires de Fisker qui c'est des... on appelle ça des maniaques là, de l'informatique, puis les autres, ils développent beaucoup les programmes, puis ils développent beaucoup d'outils pour être capables de les travailler. Ça, c'est très, très, très rassurant. En tout cas, moi, je suis vraiment surpris du travail qu'ils font, puis comment ils sont capables d'améliorer la voiture. Tous les programmeurs qui travaillent là-dessus là, pour la FOA. Quand tu dis améliorer la voiture, on parle améliorer les performances de fonctionnement ou on parle ajouter des fonctionnalités par exemple, des options dans les menus qui apparaissent, un peu comme on voit avec Tesla quand ils font des mises à jour, il y a des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent. Oui, ils ont développé des outils, là, comme là, ils ont un dongle qu'on va pouvoir mettre dans la prise OBD2. Puis avec ça, le téléphone va pouvoir contrôler l'auto. Dernièrement, ils ont sorti l'application avec le téléphone. Fait qu'on peut débarrer la voiture, on peut faire plein de choses avec l'application. Puis avec le dongle qui s'en vient, là, ils en ont sorti, mais ils ont tout vendu. Puis là, il y en a encore plusieurs qui vont être mis sur le marché. Fait que il va y avoir Android Auto, il va y avoir plein de fonctionnalités de même. On va pouvoir faire plein de modifications là, pour l'auto. Puis ils sont en train de développer l'ADAS aussi qui n'avait pas été complété avec la compagnie. Fait que tout ce qui est dans l'auto, c'est surtout la reprogrammation, de la programmation, de développement à faire. Puis ils travaillent beaucoup là-dessus. Excellent. François-Xavier, là, on a assez parlé là, de l'aspect de, la compagnie n'existe plus, puis ça peut être un peu plus compliqué. Ça en demeure pour moi que vous avez les autos, vous roulez avec, puis vous avez du fun avec, puis c'est de ça que je veux parler. Tu as eu d'autres voitures avant. Qu'est-ce qui ressort de cette voiture-là? Qu'est-ce qui est le gros highlight pour toi de la Fisker au niveau de l'agrément de conduite puis des fonctionnalités? Le confort, c'est une voiture qui est ultra confortable, qui est vraiment agréable à conduire, là. Puis, si jamais tu veux t'amuser un petit peu, les performances de la voiture sont quand même impressionnantes, là. Pour un véhicule de cette grosseur-là, puis de ce poids-là, on a des performances qui sont vraiment très intéressantes, là. Ouais. Éric, je t'ai vu hocher de la tête. tu partages l'opinion? Oui, c'est ça. C'est un véhicule. Moi, j'ai eu quand même quelques-uns, là. J'ai essayé d'autres modèles aussi électriques, mais celui-là, vraiment, là, c'est sûr que l'incertitude, c'est un négatif, mais avec comme Luc mentionnait, la FOA nous donne beaucoup de support par rapport à ça, mais l'auto, la conduite, là, c'est vraiment, là, c'est comme bon véhicule allemand, là. C'est vraiment une conduite avec un bon volant ferme, une conduite qui est rigide aussi, avec une accélération, quand tu es en mode hyper, là, c'est quelque chose, là. Puis, vraiment, là, c'est vraiment une voiture qui est agréable. Au niveau de la conduite, on n'a rien à dire là-dessus. Personnellement, là, ça vaut tout ce que j'ai pu essayer comme véhicule, autant essence que véhicule électrique. OK.
Stéphane, tu as eu une Tesla, donc tu es habitué avec un véhicule qui est relativement épuré. Tout est concentré sur une dalle, un écran central dans lequel toute l'information se trouve. Et la technologie, l'aspect technologique, programmation du véhicule est très avancé dans le cas de Tesla. Comment tu peux comparer l'aboutissement de Fisker à ce niveau-là? Est-ce qu'au niveau de la technologie qui était déjà dans le véhicule, on se rapproche un peu? Pas du tout? Il en manque? Comment tu pourrais comparer? On se rapproche. C'est sûr que moi, j'ai désactivé beaucoup de choses parce que pour l'instant, ça donnait beaucoup de sonneries pour rien. Puis j'aime la conduite quand même par moi-même. Mais c'est ça, je m'ennuie pas du Tesla. Moi, j'ai plus de fun à conduire le Fisker qu'à conduire les deux Tesla que j'ai eus, là. Même qu'avant ça, j'ai eu deux Porsche Macan, puis un BMW X6M, puis je m'amuse plus avec mon Fisker. C'est pour te donner une idée. OK, quand même. Puis c'est pas du tout le... Je chauffe $600 de gaz par mois, parce que quand même, j'aime partir, j'aime rouler avec les voitures. Fait que non, vraiment, moi, je suis vraiment conquis, là. Même que des fois, là, l'été, j'ai ma 911, puis là, elle est là. Des fois, j'aime mieux prendre ma Fisker. C'est drôle. Ma femme rit avec ça, là. Mais, ben écoute, on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer, qu'on dit. Ouais. François-Xavier, est-ce que le véhicule est doté d'un système de conduite autonome ou semi-autonome, là, donc ou simplement le cruise control ou cruise control adaptatif? Qu'est-ce qu'il y a comme système d'assistance à la conduite sur le véhicule? À date, il n'y a pas encore le cruise control adaptatif. C'était prévu au départ, mais il n'y est pas encore. Il y a le maintien entre les lignes. Donc, quand il t'arrive sur la ligne, il tourne le volant. C'est comme tous les problèmes qu'on a eu avec les systèmes d'ADAS, là, c'est pas toujours, ça marche pas toujours, puis des fois, ça bug, puis c'est un peu compliqué à faire revenir, là. Mais c'est pas mal dans les systèmes d'aide à la conduite active, là, c'est pas mal ça qu'il y a, là. OK. Luc, tu parlais tantôt que tu as des gens qui travaillent avec toi bénévolement à la fin de semaine pour travailler sur le système informatique et tout ça. Est-ce qu'il y a des développements qui sont en cours actuellement? Tu as parlé d'un dongle, là. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui sont à venir sur les véhicules qui pourraient changer la donne? Par exemple, l'ajout de navigation. Parce que j'imagine que le véhicule a tout le hardware qui est nécessaire pour faire la job, c'est juste le software qui n'a pas été mis à jour, c'est ça? Je pense qu'Éric pourrait peut-être répondre plus que moi, parce que moi, c'est plus ma femme qui fait les suivis avec la FOA. Okay. Mais je sais qu'en fin de semaine, il y avait un meeting, puis ils ont donné des grandes lignes. Vas-y, Éric. Oui, c'est ça, la FOA, ça nous a rassuré, parce qu'au début, ça fait quoi, 1 an, depuis juin 2024, qui s'est mis en place, là. Puis on est... à travers le monde, on a des gens partout en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Québec. On a la chance d'avoir Guillaume au Québec, comme Luc mentionnait, qui lui, c'est un développeur de FOA au niveau de tout ce qui est électronique, tout ce qui est software dans le véhicule. De là, on a beaucoup d'informations, on a beaucoup de support. Puis le véhicule, là, oui, c'est sûr que il y a des choses qui se passent. La ADAS, entre autres, c'est sûr qu'on pourrait... Il le regarde, mais étant donné que c'est une homologation, hein, donc là, c'est des coûts plus élevés en termes de déploiement. Vu que c'est une association de bénévoles, on paie des frais annuels pour avoir du support puis avoir toute l'information, tout le développement qui se fait au niveau de l'auto. C'est sûr que ça aide beaucoup. Donc, au niveau c'est plus au niveau de l'agréable. Donc, on va avoir, dans quelques mois, on va avoir le Apple CarPlay avec le Android Auto, avec toutes les fonctionnalités, toutes les applications. On va avoir même un cloud aussi qui va être transférer de l'information, transférer des données qu'on a perdu au fil du temps avec la faillite. Donc, tout ça, ça va revivre dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, c'est vraiment ça, le support qui vient avec le FOA qui nous permet d'avoir certaines fonctionnalités, là. Donc, le ADAS, comme dit, l'autre conduite autonome, on a le cruise, on a les conduites entre les lignes, ces choses-là. Mais l'autre, ça va demander peut-être un peu plus de travail, mais les gens des FOA sont en contact avec Magna, qui a fabriqué l'auto en Autriche, pour pouvoir voir qu'est-ce qui peut être fait dans ce sens-là pour activer ces fonctionnalités-là, puisque tout est monté dans l'auto. Il y a juste à avoir le software pour le faire fonctionner. OK. Quelqu'un qui nous écoute actuellement, qui a toujours, un peu comme moi finalement, qui a toujours trouvé la voiture intéressante et attirante, puis qui vous écoutez, se dit, sais-tu, je pense que ça rentre dans ma zone de tolérance au risque. Est-ce que c'est possible, au moment où on se parle, de se trouver
une Fisker Ocean quelque part? Est-ce qu'il y en a à vendre, usagés à certains endroits, ou même neufs qui n'auraient pas trouvé preneur depuis le temps? Ça se trouve-tu, quelqu'un qui en veut une, non? N'importe qui. Je peux répondre. Je sais que j'en ai vu des fois, je regarde sur les sites. Là, je sais qu'en Ontario, il y avait Swift, je pense. Oui. Il avait acheté une balance d'inventaire canadien, là, puis eux, il y en avait. Puis encore là, je pense qu'il y en avait une avant, il avait, je pense, c'est en bas de 50 km. Donc, avec des prix vraiment intéressants. Je ne sais pas, il y a un certain roulement, mais au prix qu'ils vendent ça aujourd'hui, c'est sûr que quelqu'un qui vient d'avoir un véhicule électrique peut avoir quelques véhicules électriques, quand ça va bien, il n'y a pas vraiment d'entretien à part des choses génériques, mais sinon, là, ça peut être un risque qui est calculé un peu comme Stéphane mentionnait tantôt, il l'a acheté avec conscience, mais avec le prix, c'est un peu risqué. Et si quelqu'un s'en trouve une, l'immatricule au Québec, la pas mal seule porte de sortie pour aller quelque part où il va y avoir quelqu'un qui peut l'entretenir, qui connaît le véhicule, c'est pas mal au garage de Luc, là, si je comprends. Là. Ça veut pas dire qu'un autre, c'est quelque chose de base. Je parle pas de faire changer les pneus, là, mais je parle il y a un bruit bizarre quelque part ou il y a quelque chose qui fonctionne plus bien. Faut que j'aille à Victoriaville, c'est ça? Non, tu as EV Expert. Moi, je faisais à Québec avec EV Expert, là, donc à Montréal aussi. Eux avaient fait une entente d'entretien au début et tout. Imagine tous les garages électriques aussi de véhicules électriques sont capables de nous aider là-dedans, mais Luc a le contact d'avoir des pièces aussi et tout. Connaissant l'auto, c'est plus familier là-dessus, je pense. As-tu des clients qui viennent de loin, Luc? Oui. Moi, je suis du Saguenay, donc seul dans mon coin. Ben écoutez, messieurs, ça nous a donné un éclairage quand même assez intéressant. Et puis on sait que c'est difficile de sortir pour une nouvelle compagnie, là, une nouvelle marque, de sortir des véhicules puis faire lever l'avion sur la piste d'atterrissage. Puis le fait que l'avion ne réussisse pas à décoller comme on l'aurait voulu, c'est pas nécessairement tributaire au fait que c'est pas un bon avion ou quoi que ce soit. Je pense qu'on en a la preuve. Je pense que c'est un très, très bon véhicule. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a des gens comme vous qui avez quand même fait le geste d'aller vers ce véhicule-là, de prendre le beau risque, appelons ça comme ça, de se procurer le véhicule, puis d'en jouer pendant tout ce temps-là, avec peut-être les petits désagréments de on n'a pas le réseau de concessionnaires ou le distributeur à proximité avec du développement en continu, puis une équipe de 50 ingénieurs qui travaillent en plein. Mais ça montre encore une fois qu'avec le savoir-faire, l'ingéniosité québécoise, les gens qui sont capables de faire du rétrofit, de l'engineering à l'envers pour comprendre comment ça marchait, puis être capable de repartir des affaires par l'endroit après, il y a moyen de faire des affaires intéressantes. Est-ce qu'il y a moyen, quelqu'un qui veut en voir une, qui veut essayer, est-ce que vous avez des rassemblements? Est-ce qu'il y a vous parlez du FOA, mais y a-t-il quelque chose de public, quelqu'un qui est intéressé puis qui va l'en voir de près, là? On va où si on veut voir une Fisker pour vrai, là? Ben, on fait des rassemblements de temps en temps. Puis, dernièrement, il y avait la mise à jour du BKC qu'on a fait au garage. Je sais que Nancy, elle va l'en faire à l'extérieur aussi. Mais ça fait au moins 3 rassemblements qu'on fait là, dans une dernière année et demie. Puis, moi, comme que je disais, j'ai une courtoisie, fait que quelqu'un qui veut l'essayer, il peut venir au garage. Puis même les propriétaires de Fisker qui sont loin, des fois, c'est plus compliqué pour la réparation, n'importe quoi, fait que je peux lui prêter la Fisker. Puis normalement, je sais que Nancy est souvent en contact. Nancy, c'est ma femme, elle est souvent en contact avec du monde qui veut l'essayer. Puis avec le réseau Facebook, elle demande à quelqu'un dans telle région, quelqu'un voudrait l'essayer. Puis tout le monde que moi je connais sont bien contents de faire essayer la Fisker. Ah oui. À votre connaissance, là, puis ça n'a pas besoin d'un chiffre précis, mais il y a environ combien de véhicules Fisker Ocean d'immatriculés au Québec? J'ai entendu parler d'une 60aine, moi. Ouais, en 50-60 d'après moi. Oui, on peut les voir sur Canada, les statistiques. Au Canada, on était 250-300 au Canada, puis à peu près 3-4 000 aux États-Unis. OK. La balance est en Europe, c'est une flotte d'à peu près 15 000. C'est rare comme véhicule. C'est pour ça tout le monde, dès qu'on stationne quelque part, quelqu'un vient nous voir, puis c'est quoi ce char-là? Ouais. T'as vraiment un effet de rareté. Là. Ah oui, c'est clair. Tu n'as pas fait accoster pour un char autant que ce char-là. Mais non seulement il est rare, mais il est hyper intéressant visuellement en plus. Il y a des affaires rares, mais que tu fais comme moins. Mais ça, c'est en tout cas, à mon goût, à moi, vous allez me dire que tout est une question de goût dans la vie, mais je le trouve vraiment intéressant. Fait que c'est sûr que les gens ne le voient pas souvent, puis ils accrochent l'œil, donc c'est certain que... En mode avec les vitres baissées, là, l'été, mettons, t'écoutes de la musique, tout est ouvert.
Là, il y a du monde en arrière de toi, puis là, ils photographient le char. Savoir c'est quoi. On a une caméra digitale, hein, puis on voit très bien en arrière. Donc, quand tu arrives sur une lumière, tu vois des gens tout avec le téléphone qui sont en train de chercher, voir c'est quoi ce modèle. Ben, écoutez, messieurs, vous avez été super gentils, généreux de votre temps pour me donner cette information-là. On va mettre évidemment en référence dans les liens du podcast des informations pour le garage de Luc. S'il y en a des gens qui ont une Fisker et qui veulent la faire entretenir chez Luc ou encore qui veulent un peu plus d'informations, on donnera tous les liens là, pertinents en lien avec Fisker. Donc, j'avais avec moi Stéphane Montreuil, Éric Côté, François-Xavier Andrieux et Luc Garand. Merci beaucoup, messieurs, pour votre présence aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci. Au plaisir. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. De l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric Ingrand. Bonjour Cédric Ingrand. Bonjour Martin Archambault, toujours un plaisir de te retrouver. Pareillement, mon cher ami. Puis ça faisait longtemps, là. Je commençais à m'ennuyer, honnêtement. On se sentait déconnecté. J'aime bien quand tu t'ennuies de moi. Il faut se laisser désirer, c'est ce qu'on m'a dit. Tout est de ma faute. Non, pas du tout. Écoute, Cédric, plusieurs choses arrivent d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique, mais pour ce qui est de votre côté, plusieurs choses. Entre autres, tu voulais me parler du Full Self-Driving de Tesla qui arrive enfin chez vous. Enfin, parce que j'ai fait les comptes, ça fait plus de 3000 jours que Elon Musk nous a dit que le full self-driving arrive. Alors, toute géographie confondue, mais en Europe, depuis toujours, moi je me souviens, il y a plus de 6 ans, la première Tesla que j'ai achetée, on me proposait d'acheter le full self-driving, qui à l'époque quand même coûtait une fortune, je crois que c'était 10 000 €. Ouais. Bien m'a pris de ne pas l'acheter, parce que je l'attendrai encore. Alors c'est pas de la faute de Tesla, parce que le full self-driving, sur le papier, il pourrait fonctionner déjà aujourd'hui. On a eu des démonstrations de voitures qui passent autour de l'Arc de Triomphe à Paris, etc. Très bien. Mais en fait, on a fini par comprendre que la conception européenne de comment doit fonctionner un système de conduite autonome est très différente de la conception de Tesla. C'est-à-dire Tesla c'est un peu le modèle LLM, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire tu demandes et puis ça trouve une solution. Non, dans le fonctionnement européen, on s'attend plus à des règles. Il se passe ça, donc ceci. C'est un peu voilà. Tesla avait du mal à faire passer son FSD rond dans un filtre carré, mais ce serait en train de se régler parce qu'en fait, il faut que ce soit agréé par un des régulateurs. Je te passe tout ça parce que les règles européennes sont compliquées, mais il y a un régulateur aux Pays-Bas, chez nos amis hollandais, qui s'apprêterait justement en tout début d'année prochaine, février, à valider le système. Ça, en tout cas, c'était l'annonce de Tesla qui dit, ça y est, on est sur les rails, c'est parti. Et d'ailleurs, qu'il confirme, parce que les possesseurs de Tesla comme moi ont tous reçu un message disant « Venez tester, de manière assistée, le FSD près de chez vous ». Ce qui a eu un grand succès parce que la notification est arrivée la fin de semaine dernière. Moi, je me suis connecté, je sais pas, le lendemain matin, il n'y avait plus de place. Et les premières vidéos
commence à sortir de gens qui, non loin de mes bureaux, là, font des tests, etc., pendant un quart d'heure, 20 minutes, et ça a l'air de fonctionner remarquablement bien. Le problème, c'est que Tesla s'est fait, comme on dit chez nous, rattraper par la patrouille, en la personne du fameux régulateur hollandais qui dit pop, ça s'appelle la RDW. Je ne te ferai pas l'insulte d'essayer de te lire ce que ça veut dire, enfin comment ça se lit en néerlandais. Mon néerlandais est très mauvais. C'est juste l'organisme d'État chargé de la réglementation du trafic routier et qui a dit attends, on a juste pour l'instant établi un calendrier pour que Tesla puisse nous faire la démonstration du FSD à partir de février. C'est pas, vous n'aurez pas un coup de tampon sur votre dossier en février prochain. Donc, c'est plus un rendez-vous technique. Après, ça peut aller assez vite. Mais voilà, il y a encore quelques chances que nous aussi, à notre tour, on attende encore. En même temps, on est habitué, donc c'est pas très grave. Oui, mais pour une fois qu'on a des choses avant vous dans ce domaine-là, on va le prendre. Les gens qui ont en fait les différentes versions, hein, parce qu'il y a eu plusieurs versions du FSD ici, ça ne cesse de s'améliorer là, d'une fois à l'autre. Généralement, d'une version à l'autre, il y a énormément d'améliorations. Paradoxalement, il y a certains points qui allaient bien dans la version précédente qui se mettent à moins bien fonctionner. On ne sait trop pourquoi. Mais globalement, généralement, les gens sont enchantés là, du FSD et de ses différentes déclinaisons. Un autre sujet dont tu voulais nous parler, et je pense qu'on avait déjà abordé un peu le sujet de l'arrivée de la Renault 5 chez vous, puis ça cartonne. Bien sûr, absolument. Là, j'ai un drapeau français qui claque dans le cerveau à l'instant où je te parle. C'était un pari de la part de Renault, parier sur la nostalgie pour cette voiture qui a été la voiture reine de la France dans les années 70 et 1980. Mais non, c'est un pari gagné parce qu'elle se vend très bien, elle se vend très bien chez nous. Et pas seulement parce que les chiffres de vente toute Europe confondue viennent de sortir pour le mois d'octobre en l'occurrence. Et alors elle n'est pas tout en haut du classement, mais elle est numéro 2, ce qui est quand même remarquable. Loin devant, alors derrière il y a un tiercé de Volkswagen ID4, ID3, ID7, une BMW, etc., etc. Tesla Model Y en 8e. Il y a peut-être aussi une question de saisonnalité des ventes chez Tesla, on le dit à chaque fois, bon, peu importe. Mais tu vas me dire, mais alors, quelle est donc la voiture la plus vendue en Europe? La voiture électrique, 100% électrique à batterie, la plus vendue en Europe en octobre? Eh bien, c'est une Skoda. C'est le Skoda Elroq. Oui, Skoda, qui est cette marque qui appartient au groupe Volkswagen maintenant depuis près de 30 ans, je crois. Et Skoda Elroq, alors chez nous, on appelle ça un SUV. Chez vous, on appellerait ça, je pense, un crossover. Parce qu'elle est pas si énorme que ça. Qui se vend, schématiquement, il s'en vend 2 fois plus que des Tesla Model Y. Donc, c'est impressionnant. Et 20% de plus que les Renault e-Tech et que les Renault 5. Mais parce que je pense qu'ils ont trouvé un bon positionnement. C'est une bonne voiture familiale qui est juste sous la barre pour son premier modèle de la barre des 35 000 euros avant les aides, quels que soient les pays. Donc voilà, j'avoue que je m'attendais pas à voir Skoda, qui pourtant a quand même pas mal investi parce qu'ils ont plusieurs modèles, ils ont le Enyaq, ils en ont d'autres. Mais voilà, Skoda numéro 1 des ventes. Bravo les gars. J'avoue que ce qui est intéressant, c'est que c'est évidemment un peu, on va pas appeler ça une sous-marque, mais enfin on va dire une division du groupe Volkswagen. Chez Volkswagen, ils doivent un peu faire la tête, même si évidemment les ventes cumulées des 3 modèles qu'ils ont dans le top 10 dépassent largement celles du numéro 1. Donc voilà. Après, évidemment, il faudra refaire ces chiffres à la fin de l'année pour que les ventes un peu saisonnières de Tesla se rééquilibrent pour voir si la Model Y reste la voiture la plus vendue au monde. C'est une des différences, je dirais, culturelles entre l'Europe et ici, parce que nous avons eu, il y a plusieurs années quand même, des véhicules Skoda. Mais pour nous, Skoda, c'est ce qu'on avait comme véhicule, c'était l'équivalent des Lada russes, donc des voitures très, très bas de gamme, carrées, mal foutues. Ça n'a pas duré très longtemps. Donc, dans la tête d'un Québécois, le mot Skoda égale petite voiture bas de gamme, alors que c'est pas du tout le cas chez vous. Ah mais non, pas du tout. Moi, pour tout dire, je crois
que la première voiture neuve que j'ai achetée, ouais, c'est ça, c'était il y a une vingtaine d'années, c'était une Skoda. C'était une Skoda Octavia, remarquable. Et tout simplement parce que j'avais pas les moyens de m'acheter une Volkswagen Passat, qui était à peu près, je crois qu'elle partageait 60% ou 70% de pièces détachées. C'est-à-dire que tu passais de l'une à l'autre, t'étais pas dépaysé. Le châssis était pas exactement pareil, mais c'était une voiture vraiment remarquable. Moi, j'ai été très heureux dans cette voiture-là. Et non, c'est le début des années 2000, c'est là où Skoda est devenu un peu à l'instar d'un Seat, par exemple, venant d'Espagne, une marque. C'est une vraie grande marque. Ils sont devenus sponsors du Tour de France chez nous. Enfin, voilà. Et de fait, eux aussi, ils ont remonté, mais très très vite, une pente de réputation, parce que de fait, les voitures qui venaient de l'Est avaient quand même une réputation assez, troublée. On se souvenait des Trabants est-allemandes. Non, là, on est très très loin des Trabants. On est dans d'autres choses. C'est une espèce d'offre un peu tactique pour Volkswagen qui lui permet d'avoir des voitures moins chères sans entamer les tarifs et les marges des voitures Volkswagen. Donc c'est intelligent de leur part. Non, c'est des très bonnes voitures. Excellent. Et on me souffle à l'oreille que si on porte attention dans ton coin de pays, on pourrait bientôt voir passer des K-cars japonais. Alors ça, tu peux pas savoir à quel point ça me rend heureux. Moi qui ai une passion personnelle pour le Japon, qui y suis allé 25 fois, et il y a une quinzaine d'années maintenant, Nissan avait lancé la Nissan Cube en France, qui est un peu si vous représentez pas un K-car, imaginez une voiture cubique, un truc très très japonais, en fait qui est fait pour rentrer dans les petites rues et les petits espaces de stationnement japonais, mais en gardant quand même beaucoup d'espace intérieur. Ils appellent ça des K-cars. C'est très codifié. Je crois qu'un K-car, il faut pas que ça dépasse 3,49 m si mes souvenirs sont bons. 3,39 m, 3,49 m. Enfin bref. Par contre, tu peux aller assez haut en hauteur et ça peut pas être large du tout. Donc, enfin, voilà. Bref. Et il y a eu le salon, alors on appelait ça le Tokyo Motor Show à l'époque. Maintenant, on appelle ça le Tokyo Mobility Show. Il y a quelques semaines, là, et on a vu arriver des nouvelles K-cars, mais 100% électriques. On en a vu chez Suzuki, on en a vu chez Honda, bien évidemment, avec une Honda, on avait déjà vu la Honda One en électrique chez Honda, mais là, c'est la Honda Super One. Et petit détail, il y a un troisième modèle qui a été dévoilé à Tokyo, mais qui n'est pas du tout une voiture japonaise, qui est un K-car chinois qui vient de chez BYD, qui s'appelle le BYD Rako. Très joli aussi, vraiment, là aussi, design très moderne, mais toujours une voiture surprenante, très très haute, mais avec des petits trous, enfin bref. Et il se trouve qu'en Europe, on voit dans ces K-cars une nouvelle race de voitures, enfin une nouvelle gamme qui permettrait de faire des voitures abordables, citadines, de petite taille, mais quand même avec beaucoup d'habitabilité, qui sont pas du tout à l'égal des petites voitures européennes comme on les connaît, les Fiat 500, les Renault Twingo, etc., et qui permettraient de proposer des voitures électriques sous la barre des 15 000 €, ce qui là serait une véritable démocratisation, avec cette espèce de nouvelle catégorie qui serait entre les choses à 3 roues électriques, parce que ça existe, enfin bref, qui adapterait la réglementation pour permettre à ces voitures d'être vendues avec peut-être des exigences d'équipement un peu moindres que ce qu'on trouve aujourd'hui sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Donc moi, je suis très excité à l'idée de voir arriver ça sur le marché. Est-ce que j'en achèterai une ? Non, je suis assez content de ma voiture aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est voilà quelque chose qui ouvrirait le marché avec des voitures neuves qui seraient pas chères et alors des voitures d'occasion qui seraient encore moins chères. Donc voilà, on est très excités à l'idée d'accueillir les K-cars japonaises et même chinoises d'ailleurs en France. En terminant, Cédric, peut-être nous glisser un mot sur ce drôle de projet de loi, je devrais dire, dont on entend parler en Grande-Bretagne actuellement. Moi, tu sais, ça fait partie des rumeurs qui reviennent souvent. On me dit non, mais regardez, de toute façon, le gouvernement, là on parle en France, à un moment, il va y avoir tellement de voitures électriques sur les routes qu'ils vont perdre de l'argent avec toutes les taxes qu'ils ne percevront plus sur les ventes de carburant. Donc, ils vont taxer les voitures électriques avec une taxe spécifique, voire même une taxe au kilomètre. Depuis le début, moi, j'expliquais à tout le monde que le pire n'est jamais sûr, que ce serait un peu surprenant parce que aujourd'hui,
pour l'instant en tout cas, on est plutôt en train d'augmenter les subventions à l'achat, donc ce serait un peu curieux de te reprendre de la main gauche ce qu'on t'a donné de la main droite, mais après tout est quand on parle au futur, tout est possible. Et là, je suis quand même très embêté parce que je pense que ça y est, on va me le mettre en haute discussion à chaque fois. Le Royaume-Uni vient donc de réserver, c'est pas encore fait, une possible fort mauvaise surprise aux conducteurs de voitures électriques. C'est ce qu'on lit chez nos confrères de Automobiles Propres. En gros, une taxe de fait au kilomètre. Il faut dire qu'il y a déjà une taxe au kilomètre sur les voitures à essence et que comment est-ce qu'on fait pour l'appliquer ? C'est simple, là-bas il faut que les voitures passent un contrôle technique tous les ans et c'est à ce moment-là qu'on relève leur kilométrage et qu'on applique la taxe. Ils ont aussi d'autres taxes, etc. Donc, c'est en gros pour rattraper, et c'est vrai qu'il y avait un problème d'inéquité tout à coup entre deux personnes, l'une qui a une électrique et l'autre qui a une voiture à moteur thermique. C'est pas pour tout de suite, ce serait pour 2028. J'ai entendu dans une discussion que ça ne toucherait que des voitures à partir d'un certain prix, mais je n'arrive pas à en trouver une source fiable. Il y a quand même une chose qui m'étonne dans le dispositif tel qu'il est imaginé aujourd'hui. C'est quand même assez cher, c'est 3 pence par kilomètre. Alors tu te dis 3 pence par kilomètre, 3 centimes de livre, ok. C'est pas, mais moi je l'ai mis en regard par exemple de ce que me coûte la recharge de ma voiture au quotidien et mois après mois, appliqué chez nous sur le même principe, ce serait 2 fois ce que me coûte la recharge électrique. Enfin, ce serait quand même assez cher. Et alors surtout, les possesseurs de voitures thermiques payent 6 pence par kilomètre, très bien. Tout à coup, les possesseurs d'électrique en paieraient 3. Et alors, il reste que faire des gens qui ont des hybrides rechargeables, eux ne paieraient que 1 pence et demi, c'est-à-dire la moitié de la taxe des électriques. Comme si ce truc était plus attrayant pour l'environnement ou pour etc. qu'une électrique et 4 fois plus attrayant qu'une thermique. Ça n'a absolument aucun sens. Moi, ça me rappelle le sketch le très vieux sketch des Monty Python avec John Cleese qui travaillait au Ministry of Silly Walks, avec où il lançait ses jambes dans les airs. Là, c'est un peu the Ministry of Silly Taxes. Pour autant, cette taxe, elle n'en est qu'à l'état de proposition, d'étude. Il faut encore qu'elle soit affinée, fixée, débattue. Et de toute façon, ce ne serait pas avant 2027, 2028. On a le temps de s'en reparler, mais on s'en parlera à voix basse parce que moi, évidemment, j'ai peur que ça donne des idées à des gouvernements bien plus proches de ce côté-ci de la Manche. Voilà. On s'en parlera tout doucement. Sur ces belles paroles, mon cher Cédric, je crois que c'est la dernière fois qu'on a la chance de se parler avant la fin de l'année. Donc, je vais te souhaiter à toi et ta famille, même si nous sommes très tôt, un joyeux Noël, une bonne et heureuse année 2026. Et puis, on se reparle en force début 2026. Dès le nouvel an. Merci beaucoup. Ça va être très simple cette semaine pour les activités à venir dans le monde de l'électromobilité dans les prochaines semaines, dû aux vacances de Noël qui s'en viennent, mais il n'y a actuellement aucune activité au calendrier. Mais vous pouvez suivre en tout temps la liste des activités à venir, donc essais routiers, salon de véhicules électriques, séances d'information sur les voitures électriques. Vous avez tout ça sur le site de l'AVEQ, aveq.ca. Quand vous allez dans le menu en haut, vous avez une section qui s'appelle événements. Donc, vous cliquez sur événements et vous avez là accès au calendrier, soit des activités ou des conférences à venir. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire aujourd'hui Sébastien Côté, Cédric Ingrand, Stéphane Montreuil, Éric Côté et François-Xavier Andrieux, ainsi que Luc Garand. À la recherche, Martin Archambault, chroniqueur, Stéphane Daou, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Villot, Luc Poirier, Marie-France Falardeau. Réalisation et production, Les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro Solutions, Précision PPF Vitre Teintée, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Complexe EV, Roulon Électrique, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com. Et pour les questions qui touchent plutôt les véhicules électriques, veuillez contacter
l'Association des véhicules électriques ou visiter le www.avq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale numérique directement sur notre site web au silenceonroule.com. On se revoit la semaine prochaine pour un hors-série et dans 2 semaines pour notre spécial Top 10 de fin d'année 2025 avec les 10 événements marquants de l'année. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous êtes repris la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.